Paul Carsanti, avant d'aborder votre rencontre avec Bernard Stiegler, pouvez-vous vous présenter très succinctement? J'ai fait des études d'économétrie, je suis un faux matheux. C'était les années 70, on imaginait que l'économie allait devenir la discipline reine, et les rois parmi les rois, c'était ceux qui avaient fait des mathématiques autour de l'économie. Donc mon père m'avait dit, tu feras donc des mathématiques. J'étais formaté, j'ai accepté, après avoir fait une petite crise parce que j'étais plus attiré par les lettres que par les maths. Bon, c'est comme ça. Donc j'ai fait des études d'économie et j'ai voulu travailler pour l'intérêt général. Il n'y avait que deux mots qui m'intéressaient, intérêt général, quand je voyais mes amis aller dans des écoles de commerce et s'intéresser au devenir des savonnettes. Ce n'était pas mon truc. Moi, je voulais travailler dans l'intérêt général, donc dans l'appareil d'État, a priori. L'appareil d'État, c'est-à-dire un ministère, et je voyais ça comme ça, et c'est ce qui s'est passé. J'ai jamais tenté l'École nationale d'administration, sans doute parce que je savais que j'y arriverais pas. Et après mes études d'économie, un DES d'économie, de prospective en économie, j'ai tenté de rentrer dans le ministère, ce que j'ai réussi à faire. Ministère du logement et des transports en 1977. Et puis après, je suis allé dans un autre ministère, et là je me suis arrêté. Comme le Christ a éboli, je me suis arrêté au ministère de la Recherche. Parce que là, j'ai vu un univers tellement riche, à la fois évidemment d'idées, mais aussi de possibilités d'action sur les sociétés, d'action future sur les sociétés, grâce à la recherche et à l'innovation, que j'y suis resté d'une manière ou d'une autre à partir de 1982, c'est-à-dire juste après que Jean-Pierre Chevènement soit devenu ministre de la Recherche. Il y a eu un appel à former ce secteur-là. Donc je suis devenu un technocrate dans l'administration centrale de la recherche et de l'innovation. D'abord, dans un petit centre d'études, le Centre d'études des systèmes et des technologies avancées, qui était dirigé par Yves Stourzé, et dans lesquels j'ai fait mes premières armes, et des armes qui ont été pour moi peut-être les plus riches de toute ma vie professionnelle, entre 82 et 86. Puis après, à la demande d'Hubert Curien, qui m'avait engagé pour reprendre la responsabilité des affaires européennes. J'ai d'abord été dans un placard en 86, puis je suis revenu en 89. Ça, c'est dans les administrations centrales, surtout toutes petites comme ça. Il faut marquer, les alternances. Et donc j'ai vécu une vie de technocrate avec des côtés Capitole, des côtés au placard. Enfin bon, vraiment, c'était un peu difficile. Votre rencontre, la première, avec Bernard Stiegler, ça s'est passé comment? C'était où? C'était à l'UTC, à l'Université de technologie de Compiègne. Et en 95, on m'avait demandé, à côté de mon activité professionnelle de technocrate dans l'administration de la recherche, d'aller enseigner, mais comme un prof turbo, qui fait quelques cours et qui revient chaque semaine à l'UTC. Et en 95, lui allait quitter l'UTC parce qu'on lui faisait des offres importantes, à l'INA d'abord, puis ensuite à l'IRCAM. Et à la fin d'une année scolaire, on a eu une discussion. Il était intéressé par ce que je faisais, mais il était intéressé par tant de choses. Et puis là, je me suis aperçu, j'ai compris, ce qu'il n'a jamais su d'ailleurs, qu'on allait me réserver un tout petit bout des heures d'enseignement que lui allait quitter. Je ne lui ai jamais dit. J'aurais eu honte. Et, en fait, l'administration de l'UTC s'était dit, voilà, il occupe une place très importante, on va découper entre
multiples personnes ce qu'ils faisaient. Et moi, on m'a demandé de faire un cours sur la relation entre les sciences, les techniques, les sociétés, à travers les âges. J'étais pas formé, je suis allé plonger chez quelques philosophes, notamment Michel Serres, et puis j'ai réussi à faire un cours. Et j'avais commencé à lui en parler, mais bon, ça n'avait pas eu de suite. 95. La vraie rencontre est un bien grand terme. Hein. J'ai jamais vraiment rencontré Bernard Stiegler. Jamais vraiment. On n'a jamais eu une vraie discussion au fond. Mais il savait que j'étais, comment dire, à la fois son côté éclaireur et son côté passeur, pour moi était extrêmement important. Et cette question de l'intérêt général aussi. Il avait deviné ça très rapidement. Et donc j'étais l'un de ses écoutants parmi les plus fidèles. Donc 2005, Ars Industrialis, création. Et là, j'ai compris que c'était un homme courageux, parce qu'en pleine époque du néolibéralisme, penser intérêt général, penser une nouvelle puissance publique, c'était une tâche extrêmement difficile. Et là, je me suis dit, chapeau de venir vers la société civile, qu'un enseignant-chercheur vienne vers la société et se transforme aussi en citoyen-chercheur. Pour moi, c'est une chose extrêmement importante. Cet espace citoyen de la recherche et l'innovation, pour moi, il l'a créé. Je ne connais pas d'autres chercheurs qui étaient cette relation avec ce qu'on va appeler la cité. Donc voilà, mes premières rencontres, ça a été 2005-2006. Mais toujours à distance. Hein. Comment vous avez reçu ces concepts? Il y a quand même la capacitation est un de ces moteurs, l'agir politique, puis aussi le côté apprenti citoyen. Oui. Qu'est-ce qui vous a plu le plus ou inspiré? Oui, c'est cette... Alors d'abord, il était fascinant. C'est un chercheur qui était savant. Tous les chercheurs ne sont pas savants. Il avait plongé dans les textes profondément. Il les connaissait, des textes fondateurs de notre civilisation, les textes grecs en particulier. Donc il savait déjà qu'il pouvait nous apporter quelque chose sur la connaissance de notre propre devenir à travers ces textes qu'il réactualisait. C'est ça sa force considérable. Maîtriser des textes et leur donner une actualisation. Ça, il nous éblouissait. Et évidemment, nous étions dans une situation très asymétrique de ce point de vue. Puisqu'il parlait, nous écoutions. Et donc nous étions, puisqu'il nous donnait une sorte de plus citoyen, nous étions en situation d'apprenti citoyen. On l'a été dès le début d'Ars. Alors c'est peut-être ce que ses collègues n'ont pas accepté comme posture, c'est possible. Hein. Je n'ai jamais su pourquoi il s'était écarté, peut-être parce qu'il prenait trop de place, qui était la réalité, mais peut-être parce que cette posture n'était pas habituelle. En tout cas, moi, elle m'a plu. Je sentais chez lui cette volonté, effectivement, de dire les choses, de les passer et de les transmettre pour créer
une citoyenneté plus forte. Voilà. À un moment où, au fond, on pourrait dire de manière assez brutale que ce qui disait la citoyenneté à cette époque-là commençait à se dégrader de manière massive au profit d'un consumérisme. Donc le citoyen disparaissait et le consommateur prenait le pouvoir. Et ça, c'était insupportable. Cette transcendance par le marché, lui était insupportable, elle m'était insupportable. Il imaginait nécessaire ce redressement autour des puissances publiques, et moi-même qui étais à l'époque à l'intérieur de la puissance publique, je voyais cette dégradation. Et toutes les idées, toute la façon qu'il avait d'aborder les choses m'intéressaient au plus haut point. Donc, vous l'avez suivi à l'intérieur de cette association Oui. Ars Industrialis, Oui. fondée en 2005. C'est ça. Et qu'avez-vous observé à l'intérieur et de quelle manière avez-vous participé? Alors, ce que j'ai observé d'abord, c'est une appétence très grande. Une appétence que je traduis par ces deux mots qui pour moi sont importants et qui étaient très importants pour lui aussi. Une attente et une attention. Une attente, c'est la capacité de se projeter dans le temps. L'attente, c'est ça. Et puis l'attention, c'est une capacité à écouter une pensée en train de se faire. Et c'est ça qui nous fascinait. Il nous proposait une pensée en train de se faire. Séance après séance, nous mesurions à la fois la progression, sa capitalisation. On avançait avec lui. Donc c'est un enseignant-chercheur qui devenait citoyen-chercheur par cette capacité de transmission. Et donc nous étions attentifs à Ars Industrialis, et puis après au Théâtre de la Colline, où des foules nombreuses venaient. Je ne sais pas si dans ce pays, des samedis après-midi entiers, des foules aussi nombreuses venaient écouter, la plupart du temps. Il y avait un moment de discussion, mais qui était fortement cadré, maîtrisé, etc. Et en plus, dans des conditions d'exigence. Le mot exigence, c'est un mot très important, parce qu'il était très exigeant. Il était exigeant vis-à-vis de ceux qui l'écoutaient, donc il demandait une écoute forte. Il était exigeant vis-à-vis de ceux qui s'exprimaient et qui devaient maîtriser leurs paroles. Et alors, il était sévère, comme il m'est souvent arrivé de dire, vis-à-vis de ceux qui, selon lui, déformaient sa propre pensée en voulant la ranimer ou en voulant la rappeler. Donc, il y avait donc des gens de toute génération qui venaient dans ces lieux et qui écoutaient et qui apprenaient et qui s'enrichissaient. Comment vous expliquez ce succès au point de vue nombre déjà d'un philosophe qui, il n'était pas connu, il n'était pas hyper connu, surtout il n'avait pas de fonction académique à Paris. Alors, figurez-vous que c'est peut-être pour cette raison qu'il a été davantage connu. On sait à la fois la grandeur et aussi la misère de l'espace académique. Et voilà un philosophe qui s'était fait par lui-même, on sait comment, à quelles circonstances de sa vie lui a permis effectivement de devenir ce qu'il est devenu. Ensuite, c'était quelqu'un qui arrivait à créer du concept et à le transmettre en permanence
à son public. Ça, effectivement, comme je l'ai dit, c'était pas habituel. Généralement, un professeur descendait de sa chaire et allait enseigner. Là, il y avait certes de l'enseignement, mais il y avait de l'ancrage dans la capacité d'aller vers la cité et vers ses problèmes. Et notamment la question de répondre à la question de l'intérêt général. Quand il a voulu répondre à travers l'imagination d'une nouvelle puissance publique, c'était à ça qu'il voulait répondre. Donc il y avait une dimension politique qui était intérêt général et donc dimension politique. Souvent, les enseignants ne disent pas d'où ils parlent d'un point de vue de leur relation à la cité. Ils exposent leur système, et souvent d'ailleurs en n'émettant pas d'hypothèses épistémologiques ou stratégiques, ils exposent et ils admettent la discussion autour de ça. Là, non. Chacun pouvait imaginer ce que représentait pour lui l'intérêt général et pouvait, au nom d'éléments citoyens, intervenir, mais intervenir de manière exigeante. Est-ce que vous diriez qu'Ars Industrialis avait une fonction de think tank ? Non, parce qu'un think tank, c'est une boîte à idées. C'est une boîte à idées qui peut influencer la société, quand ils ne restent pas uniquement liés à des partis politiques eux-mêmes, mais ils influencent. La Fondation Georges Jaurès, par exemple, est un think tank qui influence la société, au-delà de leur capacité d'influence de la société politique. Ils font des tas de débats, etc. Et ils émettent des idées. Là, il y avait la construction d'une pensée qui ensuite souhaitait se confronter au réel, et c'est-à-dire avec la capacité de dire comment on peut transformer le réel. J'ai vu à partir de 2010, c'est-à-dire après que 2 manifestes aient été écrits au sein d'Ars Industrialis, même si les contours de ces manifestes ne me reviennent pas en tête là immédiatement. Je ne les ai pas relus, donc je ne les ai pas vraiment en tête. Mais je sais qu'à partir de 2010, il a souhaité confronter un certain nombre d'idées avec des décisions politiques qui étaient prises. Alors, dans les collectivités locales, il avait regardé à Nantes d'abord, et puis après, ça a été pleine commune. Donc, un think and do tank, éventuellement, puisque cette expression a fait florès depuis, mais vraiment dans un espace citoyen de recherche. Justement, et vous avez participé à des ateliers, il organisait des ateliers à l'intérieur de Ars Industrialis. Oui, au début des années 2010, il y avait des groupes de travail qui se sont formés. L'un, je me souviens, autour de Christian Fauré, autour des technologies relationnelles, et l'autre autour d'Arnaud Delépine sur l'économie de la contribution. Et j'avais participé à ces travaux dans lesquels nous écoutions beaucoup, nous parlions, nous avions des débats, et certains d'entre eux, d'ailleurs, reparaissaient après dans le cadre des réunions générales d'Ars Industrialis. Sur l'économie de la contribution, ce mot a été, autour duquel a été forgé à la fois des relations entre des savoirs, des savoir-faire, des savoir-être, des savoir-vivre. Ça, c'était la force de pouvoir faire le lien
entre toutes ces formes de saveur. Ça, les technologies de l'esprit. Alors voilà, c'est autour de ces technologies de l'esprit qu'effectivement Bernard faisait le lien entre ces différentes acceptions du savoir et puis les pratiques, et notamment les pratiques politiques autour des savoirs et des technologies. Et donc, Ars m'est apparu comme une sorte de lieu d'écho de plusieurs de ces travaux. Il était à l'époque au Collège international de philosophie, où il faisait un cours, là pour le coup, sur la polémologie de l'esprit et sur la noopolitique. Il enseignait déjà, évidemment, à l'UTC. Il n'avait pas commencé encore, non. Les entretiens du nouveau monde industriel. Mais il avait comme ça plusieurs lieux dans lesquels, effectivement, ces lieux jouaient le rôle d'incubateur, d'écho et de lieu de transmission. C'est ça qui était vraiment intéressant. Et cette question de l'économie de la contribution, on l'a travaillé au sein d'Ars Industrialis, mais il trouvait un écho après à Nantes et peut-être à Pleine Commune, évidemment. Hein. Je n'ai pas suivi les travaux jusqu'au bout. Les logiciels contributifs, voilà. c'était un de ses points forts. Voilà, et il a souhaité d'ailleurs donner à cette notion de contribution une dimension plus large. Il imaginait qu'on pouvait reconstruire des économies autour de cette question de la contribution. Bon, moi j'étais intéressé, mais pour moi une contribution ça a toujours été en lien avec des engagements, donc il n'y a de contribution que par rapport à des engagements. Donc si on ne précisait pas les engagements, je ne voyais pas très bien où pouvait aller la contribution. Mais j'avais donc travaillé volontiers dans ce cadre-là, et j'avais fait moi-même 2 exposés, je me rappelle très bien. L'un dans le cadre de ce groupe de travail, puis l'autre sur la finance à Ars Industrialis, oui. Oui, alors est-ce que vous avez participé, vous en tant que technocrate, comme vous dites, et chargé de la recherche, à cette tendance déjà à l'automatisation et la robotisation de la société et la transformation des désirs en pulsions? Est-ce que vous avez vécu ça? Est-ce que vous l'avez observé? Alors, début des années 80, je suis au CESTA et au Centre d'études des systèmes et des technologies avancées, et évidemment, nous commençons à entrevoir cette dimension extraordinaire du numérique qui va arriver. On le voit très bien. Yves Sturze, qui dirigeait cet organisme-là, connaissait très bien déjà ce secteur. Il l'avait très très bien étudié dans les années 70. Il allait le comprendre lui-même de manière très très forte. Il m'est souvent arrivé de penser que Bernard Stiegler, sans avoir une pensée identique à celle de Sturze, pas du tout, mais arrivé à un moment, pour moi-même, où il complétait ce premier regard que j'avais eu au début des années 80. Il le complétait avec une capacité que moi, j'aurais pas eue pour de multiples raisons. D'abord, il était philosophe, ce que je n'étais pas, et donc il agrémentait son regard sur les nouvelles technologies de l'information et de la communication, comme on disait à l'époque, hein, les NTIC, avant les NTIC, de philosophe. Ensuite, il savait faire le lien entre savoir
technique, pratique et art. Et ça, moi, je ne savais pas faire. Donc, il élargissait la focale. Ça, c'est très fort chez Bernard. Ça, c'était vraiment très fort, cet aller-retour entre les deux. Voilà. Voilà. Transcompétence aussi, parce que la question artistique se pose aussi en termes de compétences et évidemment pas uniquement en termes de discipline. Et là où moi il m'a apporté énormément, vraiment, c'est quand il montrait au fond qu'en élargissant la focale comme il l'a fait, on pouvait passer de la langue et la linguistique qu'il avait vraiment beaucoup travaillé, comme une sorte de post-structuraliste. Bon, c'est sa première passion, oui, la linguistique. Oui, absolument. Cette façon d'aborder la langue et la linguistique, et de passer effectivement à la question de la mémoire, et là, des supports de mémoire, des réseaux de mémoire, et tout ce travail autour des hypomnèses et des anamnèses, des supports de mémoire, et qu'est-ce qu'on garde, et qu'est-ce qu'on va garder dans l'avenir de ce qui est déjà passé. Ça, c'était très fort. Moi, vraiment, je découvrais tout, là. S'inspirait quand même fortement de Simondon, là. Alors là, voilà, c'est un nom qu'on n'a pas encore, qu'on n'a pas encore mentionné. Je dois vous dire que moi-même, j'ai beaucoup de difficultés avec Simondon. J'ai toujours eu beaucoup de difficultés. Bernard nous avait évidemment beaucoup invités à le lire. Je pense qu'il y a toute une partie de Simondon que je n'ai toujours pas compris aujourd'hui. Bon. J'ai lu Barthélemy, j'ai lu Stigler, et j'ai toujours pas bien compris toujours Simondon. Mais je reviens, ce qui m'intéressait, c'est de voir ce passage entre langue, linguistique, mémoire, support mémoriel, anamnèse, hypomnèse et apamnèse, et puis le passage à la question du désir et de la façon dont ce que le numérique, au fond, comme on dirait aujourd'hui, a fait au désir. Et comment le désir, par construction infinie, se transformait peu à peu en une somme de pulsions qui nous faisait que nous changions de monde, que ce monde qui était encore politique à l'époque devenait cybernétique alors, c'est-à-dire calculable. Ça, je partageais très très fort avec Bernard le sentiment de ce basculement du monde qu'il décrivait comme une sorte de chaos, et que moi aussi je décrivais comme une sorte de chaos, de ce basculement de sociétés politiques vers des sociétés cybernétiques, c'est-à-dire de plus en plus calculables, dans lequel le désir infini laissait la place à des pulsions qui étaient formatées et calculables. Et dans le court terme au lieu du long terme. Et évidemment dans laquelle la dimension temporelle était totalement rabougrie et ne permettait plus cette projection. Et de là, effectivement, c'est comme ça que logiquement sa pensée sur l'automation était créée, parce que ça nous expliquait comment nous étions rentrés dans une dynamique d'automation dans laquelle nous n'avions plus nous-mêmes toutes les possibilités de maîtriser cette dynamique. Au fond, être des citoyens libres, c'est de pouvoir choisir nos formes de liberté. Ce qu'on donne à l'automation, c'est-à-dire à des logiciels qui font pour nous et qui éventuellement choisissent pour nous, et ce que nous gardons comme choix. Et ça, il le montrait très bien. Ça, il le montrait très bien.
langue linguistique, mémoire, désir transformé en pulsion, le temps qui s'écroule, qui devient du très court terme, comme le montre très bien la finance, évidemment, et puis la question de l'automation, dans lequel, au fond, moi-même, il m'arrive souvent de dire, sommes-nous encore capables, aujourd'hui, de choisir nos voies d'automatisation, celles que nous souhaiterions réellement, comme un plus, choisir. Est-ce que nous saurons encore le faire dans peu de temps? Oui, et puis il faut dire que c'est pas seulement en France que ça se passe comme ça, Bien sûr. mais que ça se passe dans le monde entier avec la globalisation. Oui. Et là, je viens au dernier point, c'est intonation. Comment vous voyez ça, l'intonation, cette tendance internationale de penser la globalisation, la mondialisation, l'international. Alors, j'ai pas bien suivi, pas précisément suivi les 2 dernières années où, d'une part, il a, bon, dans la perspective de Mauss, évidemment, de Marcel Mauss, de Polanyi en partie aussi, mais de Mauss surtout, et puis son travail qu'il a commencé à faire avec Alain Supiot, et cette recherche, effectivement, de trouver, au fond, les voies d'une mondialisation qui ne soit pas une globalisation. Cette distinction, elle est extrêmement importante. Dans la mondialisation qu'il recherchait, il y avait une épaisseur culturelle que la globalisation ne permet pas. La calculabilité du monde était effectivement l'ennemi à battre parce qu'effectivement, elle ne permettait plus les choix humains, donc la liberté humaine. La question de l'intonation, je crois qu'il l'a vue à la fois comme une attaque sur le marché, contre le marché globalisé, parce qu'il voyait bien qu'au fond, la vie démocratique et républicaine était entachée de cette grande difficulté que le marché avait pris le pouvoir sur effectivement nos esprits. Nous, au fond, ça c'est moi qui le dis, il ne l'a jamais dit comme ça, mais nous votons 100 fois par jour quand nous nous comportons quotidiennement. Et le marché a détruit quasiment la démocratie. Il y a beaucoup d'auteurs qui le disent aujourd'hui sous cette manière-là. Et lui voyait la question transcendantale, celle de la puissance publique, comme il l'avait vu à Ars Industrialis en 2005, il l'avait imaginé à l'époque au niveau national et au niveau européen, et là, il voyait bien qu'il fallait le niveau mondial pour échapper au chaos du monde, puisque c'était quand même toujours ça l'objectif. Échapper au chaos du monde pour donner au monde ses meilleures promesses. Il le voyait à travers un sujet qui avait du mal quand même à prendre au corps, si j'ose dire, lui qui avait tellement grammatisé les corps, la question du vivant était une question difficile. Et il sentait bien que cette époque Greta Thunberg allait lui poser des problèmes du point de vue de sa propre épistémologie. Donc il pensait déjà qu'il fallait une montée au niveau mondial et l'internation ne pouvait être que celle du niveau des Nations Unies, du niveau international que représentent bien les Nations Unies. Donc ça, l'appel à Guterres était complètement logique dans sa pensée. Hein.
il aurait pu imaginer un troisième monde, le monde commun, qui n'est ni public, c'est-à-dire ni public national ou européen, ni international, ni marchand, mais des mondes communs, avec la pensée proudhonienne du XIXe siècle, le socialisme utopique, etc. Il a peut-être cherché quelque chose comme ça dans son rapport aux collectivités locales. Mais en tout cas, il ne l'a pas exprimé jamais comme ça. Moi, je me représente, ma propre représentation est triple. Il y a un monde public, et l'internation fait partie de ce monde public, dans une forme de subsidiarité entre le niveau local, le niveau national, pour nous le niveau européen et le niveau mondial. Ça, c'est la dimension publique. Il y a le niveau du marché, donc avec la tendance à la globalisation du marché, et sa tendance totalitaire, évidemment. Et puis, il y a d'innombrables mondes communs que les hommes forment tous les jours à travers des groupes, tout petits groupes, formalisés, pas formalisés, etc. Il y a des milliards de mondes communs. Mais ces mondes communs ne pèsent pas dans l'orientation générale, comme pèsent les pouvoirs publics des États, notamment, et le marché. C'est pour ça que lui a cherché à contrebalancer avant tout le marché. Est-ce que, bon, avec Greta Thunberg, il commence quand même, il se met sur un niveau de l'écologie. Et oui. C'est dans ces deux derniers livres, surtout le dernier, Comment penser, la leçon de Greta Thunberg, il a beaucoup problématisé l'écologie. Mais tout en se mettant complètement de son côté et en la défendant. Qu'en pensez-vous quand vous dites, vous les qualifiez Bernard Stiegler d'universel et non pas terrestre? Que voulez-vous dire par là? Là, c'est parce que je pense au récent ouvrage de Bruno Latour que j'ai à peine commencé, mais dans lequel il montre bien comment on peut distinguer un universel d'un terrestre. Universel, c'est celui qui imagine un rapport au monde qui ne se limite pas à ce qu'il appelle la zone critique, de là où vivent vraiment les hommes. C'est-à-dire, dans la pensée stiglérienne, on pouvait vivre partout dans l'univers. Et ça, c'est la pensée de la physique. C'est la pensée grecque, la pensée de la physique, qui fait que ces vérités étaient plus universelles que terrestres. Au fond, Bernard a bien compris que le numérique grammatisait les corps, qu'on était dans des sociétés calculantes qui détruisaient le politique, mais il se disait bien que la question de la nature était une question importante, que ce chaos du monde, il venait aussi par là. Il venait par la destruction de la nature. Il était, comme on le sait, il a été extrêmement sensible à l'encyclique papale, Laudato Si, qu'il signalait souvent. Ça, c'est le côté très intéressant de Bernard, dans lequel la question des corps était jamais, et de l'incarnation, n'était jamais totalement absente. Mais quand même, son organologie générale avait, me semble-t-il, une difficulté à arriver vers la question du vivant, telle qu'aujourd'hui, on peut l'exprimer à travers des regards de biologie. Alors certes, il avait ces dernières années, avec un certain nombre de collègues, alors dont Longo, mais Malville, etc., regardé ces questions-là en biologie théorique, parce qu'il espérait l'émergence d'une biologie théorique qui n'a pas encore émergé. Latour, s'il était là, dirait qu'il n'y en aurait pas forcément besoin.
parce que de proche en proche, en restant un terrestre, on doit pouvoir aborder les problèmes de l'humanité sans ce regard-là. Et donc, c'est vrai que des questions fortes en biologie, celle de l'émergence, celle oui, des soucis d'engendrement, comme dit Latour justement, sont des notions fortes. La question des interrelations biologiques. Et donc la question écologique, au sens sinon traditionnel, en tout cas communément partagé aujourd'hui, sont des regards qui le mettaient à distance. Il ne voulait pas rentrer dans ces regards-là. Il estimait qu'il y avait une exigence plus grande à avoir. Enfin, c'est ce que moi j'ai compris, hein. Je ne suis pas sûr d'avoir bien compris. Mais on avait eu une discussion avec mon ami Dorothée Brouez et lui, il y a un peu plus d'1 an, sur cette question-là, de la question du vivant. Hein, parce que l'exosomatisation est une chose, la question du vivant est vraisemblablement une autre. Et elle est plus compliquée. Moi, je me suis toujours posé la question de savoir, pardon de faire une digression, hein, mais chez Bernard, des savants comme von Humboldt, ou même Darwin, lui qui était... Il a mentionné, ben vous voyez, je n'ai pas vu. Il avait une grande admiration pour... Eh bien alors écoutez, ça veut dire... Eh bien voilà, parce que évidemment son côté explorateur, mais la question du vivant, elle arrive aussi par là. Elle arrive par là. Bon... il serait malheureux si je disais ce qu'il n'aimait pas beaucoup, qu'il avait encore un regard néo-platonicien. Moi qui ne suis pas philosophe, pouvoir le dire, c'est scandaleux, j'entends bien, mais insuffisamment darwinien, peut-être. Mais... Justement, comment il y serait peut-être venu, hein, avec une originalité qu'on ne peut pas imaginer aujourd'hui, hein, par une autre voie. On peut se dire, il ne faut pas tout intégrer, c'est-à-dire il a déjà le numéro, il part du numérique quand même, quelque chose de technique, et de là à englober en plus la biologie, c'est difficile quand même. Oui, mais... Il aimait beaucoup les mathématiques, d'où son lien avec Giuseppe Longo. Bien sûr, mais c'est parce qu'il estimait qu'effectivement la mathématique était un des fondements de la civilisation au plan épistémologique, et évidemment. Mais, si je le disais de manière un peu brutale et presque vulgaire, passer de la noopolitique à la zoopolitique aurait été difficile pour lui, je pense. Encore qu'il aimait beaucoup aussi Canguilhem. Oui, oui, médecin, absolument. Et le prendre soin, qui a été quand même dans et il sentait ça, mais je crois qu'il se demandait comment il allait pouvoir, dans son organologie générale, l'intégrer. Et moi aussi, je me posais la question, et j'ai jamais osé la lui poser, parce que je me serais peut-être fait renvoyer dans mes buts en me disant, Jean-Paul, tu vas lire immédiatement ça et tu comprendras pourquoi tu viens de dire une bêtise. Ça aurait été très possible chez Bernard. Bon, écoutez, comment vous qui l'avez suivi aussi longtemps et de loin en quelque sorte, presque intimidé, comment vous pensez éventuellement, hein, je ne sais pas,
intégrer cette pensée-là dans ce que vous allez entreprendre maintenant, Tech Life, Tech for Life. Est-ce qu'il y a des idées de Bernard qui vous influent? Ah ben elles m'ont déjà influencé. Elles m'ont déjà beaucoup influencé. Moi, je me suis intéressé, évidemment, ça nous rapprochait beaucoup, même s'ils ne mettaient pas les mêmes mots derrière, à la puissance du marché dans les années 80 et 90. Et pour moi-même et pour ceux qui m'ont lu, j'ai initié la notion de techno-marché, celle du lien effectivement entre ces deux grandes puissances, celle de la technique et celle du marché et de leur affinité, presque au sens chimique du terme, et de la manière dont effectivement un ensemble de grandes entreprises transnationales allait prendre un pouvoir absolument considérable. C'est ce que j'appelais, moi, le technomarché des années 95. Donc, c'était avant ce qu'on a appelé les GAFAM, bien longtemps après. Donc, dans les années 1995, je voyais un ensemble d'entreprises autour d'IBM, mais déjà de Microsoft et de quelques autres, et de Bell, former effectivement ce techno-marché, cette alliance entre la technique et le marché, avec cette puissance que n'auraient pas donné uniquement les technosciences telles qu'on les énonçait à l'époque, telles qu'on les énonce encore, à mon avis, à tort. Il y a les technosciences et il y a le technomarché. Et c'est dans le lien entre les deux qu'effectivement on comprend où nous en sommes arrivés. Beaucoup de scientifiques se sont intéressés à la manière dont les sciences ont été inspirées par les techniques. Et donc ont estimé qu'on rentrait dans un moment de technoscience, sans doute, et Bernard employait le mot de technoscience. Mais par ailleurs, il y avait une aspiration de la technique par le marché lui-même. Et c'est lui qui a pris le pouvoir. Et c'est lui qui a pris le pouvoir entre des experts et des financiers. C'est ce couple expert-financier qui conduit le monde aujourd'hui. Et ça nous rapprochait beaucoup. Encore que je n'ai jamais eu trop intimidé, pour reprendre votre adjectif qui est tout à fait justifié, je n'ai jamais eu l'idée d'aller lui proposer les écrits que j'avais faits sur le technomarché. Mais qui l'aurait vraisemblablement intéressé, parce que dans les années 95-2000, il n'y avait pas beaucoup de gens qui écrivaient sur ces questions-là à l'époque. Donc il m'a influencé par ma capacité à mieux comprendre comment ce technomarché, autour du code et de tout le reste, se développait à travers le numérique. Sturze m'avait fait comprendre déjà beaucoup de choses, et au fond, Bernard Stiegler m'a fait comprendre d'autres choses après. Si vous aviez un résumé à faire sur Bernard Stiegler, ça veut dire pour vous, qu'est-ce qui vous a fasciné et où est-ce que vous voyez éventuellement des points aveugles dans sa personnalité ou dans sa pensée? Sur les points aveugles, je me suis déjà peut-être un peu exprimé là-dessus, c'est sur la question du vivant. Je m'interroge pour savoir comment il aurait abordé cette question-là, cette question de l'expérimentation internationale autour de collectivités, de petits lieux, de commune appartenance autour de tels objectifs. Est-ce qu'il aurait réussi à le vendre à Antonio Guterres? J'en sais rien, peu importe. Mais d'une manière générale, moi, il me semblait que la question des interrelations biologiques
et de la destruction à la fois du climat, de la biodiversité, des méga-pollutions, de la question des ressources qui sont de plus en plus manquantes à nos systèmes économiques et qui vont poser même un vrai problème au développement du numérique, sont des grands points d'avenir, effectivement, autour desquels je ne sais pas très bien s'il les aurait pris comme ça ou s'il les aurait abordés autrement. Donc là, moi, il me semble qu'il aurait fallu avoir d'autres discussions. Bon, on ne les a pas eues. Maintenant, l'homme lui-même, peut-être, il était fascinant, hein, il était intimidant, parce qu'il était quelquefois brutal aussi, mais il était exigeant. C'est un homme exigeant. C'est un homme exigeant, et pour moi, je mets l'esprit républicain, pour moi, c'est ça. C'est la question de l'élévation. Il cherchait à élever son public. Le mot « élève » pour lui était j'imagine, était un mot très important pour lui. Pour moi, si tu veux, en revanche, la question de l'élève est une question importante. Celle de s'efforcer. C'est un homme qui s'est efforcé. Alors, comme j'ai pu l'écrire, sa fin tragique me pose une question supplémentaire par rapport à l'effort qu'il aura fourni. Et au fond, je ne saurais jamais, peu importe. Mais pendant tout ce que j'ai vu de sa vie, il ne se sera jamais économisé. Il n'aura jamais économisé sa volonté d'élever pour échapper au chaos du monde. Élever. Et donc la question de l'élève qu'il voyait, certes, sûrement à l'UTC et ailleurs, mais aussi dans les innombrables lieux dans lesquels il est allé dialoguer, porter sa parole et échanger. Merci.